En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, s'est tenu en Chine, réunissant des acteurs majeurs comme la Chine, la Russie, l'Inde et plusieurs pays d'Asie centrale. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Comment l'OCS veut-elle renforcer sa coopération économique, sécuritaire et diplomatique face aux États-Unis et à l'Union européenne? Quelle place pour la Chine dans ce nouvel équilibre mondial? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Partons maintenant pour Tianjin, en Chine. Le plus grand sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai s'y tient en ce moment. Un événement majeur qui réunit les dirigeants de plus de 20 pays et les responsables d'une dizaine d'organisations internationales sans l'Occident. On va revenir sur cette actualité avec vous, Mélina Huette. Bonjour Mélina, merci d'être là. On va tenter de décrypter les enjeux de cette réunion, mais d'abord, rappeler ce que c'est que cette organisation, l'OCS. Alors, c'est un acronyme qui veut dire Organisation de coopération de Shanghai et qui existe depuis 2001, donc près de 25 ans, près d'un quart de siècle maintenant, créé par la Chine, la Russie, mais aussi 4 États d'Asie centrale. Sauf que depuis, cette organisation s'est considérablement élargie. On va le voir, elle inclut maintenant l'Inde, le Pakistan depuis 2016, mais aussi l'Iran depuis 2021, la Biélorussie depuis 2024. Et encore, cette carte n'est pas complète puisqu'il y a des pays observateurs, mais aussi d'autres pays qui souhaitent intégrer et devenir membres, d'autres qui ne sont pas forcément actifs, mais qui peuvent être reçus, par exemple, dans le cadre d'un sommet comme celui qui se tient aujourd'hui en Chine. Alors, en tout cas, avec ses 10 États membres et 14 partenaires de dialogue, l'OCS représente pas moins de 40% de la population et 30% du PIB de la planète. Alors maintenant, on va parler un petit peu des enjeux, effectivement, de cette réunion. 3 enjeux principaux. Évidemment, le premier, c'est de l'affichage, mais c'est la rivalité avec l'Occident. On est vraiment dans une démonstration de force. Il s'inscrit de ce sommet dans une logique de contestation de l'ordre occidental. Les pays qui veulent rivaliser avec le G7 en améliorant leur entente entre membres. On écoute à ce sujet le président Xi Jinping. Cette année marque le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Inde. Les deux parties devraient envisager et gérer leurs relations bilatérales dans une perspective stratégique à long terme. Être de bons voisins et amis, ainsi que des partenaires pour la réussite mutuelle, et faire danser le dragon et l'éléphant ensemble, devrait être le bon choix, tant pour la Chine que pour l'Inde. Voilà, vous l'avez entendu, faire danser le dragon et l'éléphant ensemble, Nabia, rien que ça. Alors, il faut savoir que malgré ces annonces et malgré ces propos, il y a énormément de divergences entre les États présents, aussi bien au niveau culturel que stratégique ou encore géopolitique et surtout économique. Tous n'ont pas les mêmes intérêts, mais une chose les rassemble encore une fois, ce bloc alternatif pour faire contrepoids à l'influence surtout états-unienne et européenne. Et à ce titre, eh bien, le deuxième enjeu de ce sommet, eh bien, c'est justement de lutter contre les tensions commerciales ou en tout cas de gagner cette guerre commerciale en cours puisque ça intervient à un moment où ces tensions-là, elles s'aggravent entre Washington et Pékin. Donc il y aura des questions de droits de douane, de guerre économique qui seront centrales lors de ces discussions. Et puis la dernière chose, c'est quand même l'état du monde, les guerres qui se multiplient, surtout la guerre en Ukraine. Il faut savoir que dans les statuts de la création de l'OCS, il y a cet objectif, sauvegarder la paix, la sécurité et la stabilité régionale. Alors évidemment, les relations entre Pékin et Moscou vont être au cœur du sommet. L'une des questions, c'est de savoir si Pékin pourrait convaincre Moscou de mettre fin au conflit en Ukraine. Alors on sait que Vladimir Poutine, vous le voyez sur ces images, est présent. Tapis rouge dressé pour Vladimir Poutine. Les observateurs se demandent quel rôle la Chine pourrait jouer comme médiateur, en sachant que la guerre en Ukraine, elle divise les États membres, puisque certains, comme l'Inde par exemple, maintiennent une position tout à fait neutre sur le sujet. Alors que les missiles et les drones russes continuent de faire rage en Ukraine, endommageant notamment le siège de la délégation de l'Union européenne au centre de Kiev, les 27 préparent un nouveau train de sanctions afin d'accentuer la pression économique et diplomatique sur le Kremlin. De son côté, le président russe Vladimir Poutine se rendra en Chine ce dimanche pour participer au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai avec une vingtaine d'autres dirigeants de l'Eurasie. Pékin, hôte de l'événement, plaide de plus en plus en faveur d'une issue négociée au conflit ukrainien. 对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。我们呼吁有关各方遵守战场不外溢、
Depuis le début de la guerre en Ukraine il y a 3 ans, la Chine a offert un soutien économique et politique crucial à la Russie. Les dirigeants de Pékin, tout comme ceux des autres pays des BRICS, semblent toutefois désormais éprouver une certaine lassitude face à un conflit qui s'éternise. China has been very clear, both officially and unofficially, that they want to see the conflict end, but they don't want to see Russia isolated either. And if you speak to the Ukrainians, they will tell you that they have no concerns with China. Pékin comme Bruxelles s'inquiètent des risques d'une guerre commerciale généralisée. L'Union européenne a exhorté la Chine à jouer un rôle plus actif pour freiner l'escalade militaire russe en Ukraine. Mais jusqu'à présent, Xi Jinping s'est montré hésitant. La Chine ne prendra pas le risque finalement d'annonces qui ne pourraient pas être suivies des faits parce que il ne faut pas non plus pousser la Russie à dévoiler ses plans et finalement se retrouver dans une situation où finalement comme Trump, eh bien on n'obtient rien réellement de concret. À l'issue du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, Vladimir Poutine et plusieurs chefs d'État et de gouvernement prendront part aux cérémonies du 80e anniversaire de la victoire chinoise contre le Japon. Le Premier ministre slovaque Robert Fico sera le seul représentant européen présent. Avec cette photo de famille, les membres de l'Organisation de la coopération de Shanghai veulent montrer leur unité. Le groupe, Chine en tête, veut mettre en place une nouvelle gouvernance mondiale face à l'Occident. Le président chinois Xi Jinping, qui accueille les dirigeants à Tianjin, a débuté son discours inaugural par une charge à peine voilée contre les États-Unis. Nous devons défendre l'équité et la justice, promouvoir une perspective historique correcte sur la Seconde Guerre mondiale et nous opposer à la mentalité de guerre froide, bloquer la confrontation et les pratiques d'intimidation. Le sommet a pour but de renforcer les liens entre les membres de l'OCS et en particulier entre la Chine, la Russie et l'Inde. Au programme, des accords sur l'intelligence artificielle, des projets d'infrastructure et la création d'une banque pour le développement de l'OCS. De son côté, Vladimir Poutine s'en est aussi pris aux Occidentaux, responsables à ses yeux de la guerre en Ukraine. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire que la Russie adopte la même approche face à la crise en Ukraine. Je rappelle que cette crise n'est pas le résultat d'une attaque russe contre l'Ukraine. Elle est née d'un coup d'État en Ukraine, provoqué et soutenu par l'Occident. Xi Jinping a aussi souligné l'importance du commerce multilatéral. La Chine et l'Inde sont tous deux visés par la hausse des droits de douane américains. New Delhi étant sous le coup d'une hausse de 50% des taxes. Washington dénonce ainsi le fait que l'Inde continue de se fournir en pétrole russe malgré le conflit en Ukraine. Depuis, le Premier ministre indien Narendra Modi n'hésite pas à afficher sa proximité avec Moscou et Pékin. Il ne pouvait afficher proximité plus étroite. Au menu de la 45e rencontre des dirigeants chinois et russes, promenade, cérémonie du thé, poignée de main et déclaration au diapason entre deux hommes qui louent leur vieille amitié. La Chine est disposée à collaborer avec la Russie pour soutenir la revitalisation et le développement mutuel de nos relations, défendre résolument la justice et l'équité internationale ainsi que promouvoir et construire un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable. Notre étroite interaction reflète la nature stratégique des relations russo-chinoises qui atteignent un niveau sans précédent. Symbole de ce partenariat autoproclamé, sans limite, la signature ce mardi d'un accord entre la China National Petroleum Corporation et Gazprom pour augmenter les livraisons de gaz russe à la Chine et construire un nouveau gazoduc qui pourrait approvisionner le pays pendant 30 ans. Pékin a même annoncé qu'à partir du 15 septembre prochain et pour une période expérimentale d'1 an, les ressortissants russes bénéficieront d'une exemption de visa pour des voyages en Chine jusqu'à 30 jours. Le monde, ou plus précisément une partie du monde, se presse à Pékin. Outre Vladimir Poutine et le président iranien, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, dont le train est arrivé en Chine, est attendu autour de Xi Jinping. La Chine démontre ainsi son influence auprès d'un groupe de régimes autoritaires que certains observateurs ont baptisé l'axe du bouleversement. À Pékin, il n'échappe à personne que les dirigeants occidentaux sont laissés à l'écart. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.